Pourquoi cette exposition et pourquoi maintenant ? Il y a des raisons historiques. 30 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre froide. Et il est temps de revoir l'histoire de la guerre froide et notamment de revenir sur ce grand affrontement, cette grande rivalité entre l'URSS et les États-Unis. Et cette rivalité, j'en ai eu très tôt la conscience, et pour moi, une des images fondamentales, c'est une image de 1967, le collage Les deux Superman du graphiste polonais Roman Cieślewicz, en couverture d'Opus International, qui montrait bien cette espèce de puissance parallèle, mais qui, dans une certaine mesure, donnait une impression un peu biaise de ce rapport, puisque les deux figures y sont strictement égales. Alors qu'en fait, et c'est l'hypothèse de l'exposition, la Russie tsariste puis la Russie des soviets ont été dans une grande dépendance symbolique et parfois matérielle vis-à-vis des États-Unis, et se sont efforcés au fil des décennies de les rattraper, de les dépasser, ou en tout cas de les imiter. La magnifique image de Cieślewicz des deux Superman est un peu trompeuse. En effet, elle nous montre la relation entre la Russie soviétique et les États-Unis, en plein cœur de la guerre froide, exactement au milieu de la guerre froide qui se déploie de 1946 à 1991, en gros, donc en plein milieu. Mais en fait, la relation entre la Russie et les États-Unis remonte tout à fait précisément à la guerre d'indépendance. 1776, c'est alors que la tsarine Catherine II, que certains intellectuels, si l'on peut utiliser ce mot, de la Russie s'intéressent aux États-Unis. Et en fait, l'observation du système politique, du territoire, de la géographie américaine commence dès la naissance des États-Unis. Un des très grands épisodes dans la relation entre les États-Unis et la Russie au XIXe siècle coïncide avec les expositions universelles de la fin du siècle. Notamment celle de Philadelphie, l'exposition du centenaire de 1876, que visitent pas moins de 100 techniciens, ingénieurs, cadres, je dirais, russes, dont le chimiste Dmitri Mendeleïev, qui à son retour publie un livre marquant sur l'industrie pétrolière américaine, livre dans lequel il est le premier à signaler qu'il convient pour la Russie désormais de s'attacher à observer l'Amérique, d'apprendre de l'Amérique et éventuellement à rattraper l'Amérique industrielle. Et dès lors, les voyages ne cessent de se succéder. Beaucoup de journalistes, de publicistes, d'hommes politiques, d'ingénieurs font le voyage et rapportent des impressions de voyage, des ouvrages. Beaucoup d'entre eux rapportent des ouvrages qui sont traduits sans tarder. Il y a une très grande vague de traduction de livres américains, notamment les livres qui dessinent une prospective, le livre d'Edward Bellamy, Looking Backward, traduit très rapidement, le livre de Henry George, Progress and Poverty, sur la réforme agraire, qui est un des livres de chevet de Léon Tolstoï, avant même sa traduction. Il y a donc un flux d'idées, et dans l'autre sens, il y a un flux d'hommes, beaucoup, notamment après la révolution de 1905, beaucoup de militants bolcheviques et beaucoup de juifs émigrent vers les États-Unis et y constituent une forte colonie russe qui reviendra pour une part en Russie après la révolution de 1917. Dans cette phase, qui est cette phase séparant la révolution de 1905 de la Première Guerre mondiale, des voyages sont marquants. J'ai à l'esprit celui de Maxime Gorky en 1905 qui en rapporte un pamphlet extraordinairement violent contre New York, contre la tyrannie de l'argent et contre la vulgarité de la culture américaine, que contrebalance un peu le poème d'Alexandre Blok, publié en 1912, La Nouvelle Amérique, dans lequel, au contraire, Blok voit dans l'Amérique le destin même de la Russie. Après la révolution de 1917, la relation de la Russie soviétique, socialiste, avec les États-Unis se confirme en dépit de l'absence de relations diplomatiques, puisqu'elles sont interrompues entre 1917 et 1933. Elles ne seront rétablies par le président Roosevelt qu'au milieu des années 30. En dépit donc de ces relations difficiles, nombre d'anciens bolcheviks, d'immigrés aux États-Unis reviennent en Russie
où le nouveau régime a un rapport assez spécial avec les États-Unis. Par exemple, qu'en 1917, au moment même où éclate la révolution de février, la première révolution de 1917, pas moins de 3 des principaux dirigeants du parti bolchevique, qui va prendre le pouvoir en octobre, sont à New York. Nikolai Boukharin, Léon Trotsky, le futur fondateur de l'Armée rouge, et Alexandra Kollontai, militante féministe et socialiste. Ces militants, ces dirigeants et ceux qui reviennent des États-Unis apportent une connaissance de l'activité pratique américaine qui fondera Trotsky et les autres dirigeants bolcheviques à considérer que le socialisme ne pourra être construit en Russie que grâce à une sorte d'américanisme bolchevisé, que grâce à l'adoption des technologies, des méthodes, de la culture, du sens pratique, de l'efficacité américaine. Et cette idée va dominer le développement de la politique industrielle soviétique dans les années 20 et dans les années 30. Le grand problème de l'économie russe dans cette période, qui est celui de la modernisation de l'agriculture, passe par l'utilisation de tracteurs. Et ces tracteurs, eh bien, ce sont ceux que produit Ford, que produit Caterpillar aux États-Unis. Du coup, je dirais que le Fordson, le tracteur produit par Ford, devient une des grandes figures, un des grands objets d'envie de l'industrie soviétique, à tel point qu'il est copié dans les usines de Leningrad et que, à la fin des années 20, pour en produire des centaines de milliers afin de cultiver les terres collectivisées, eh bien, non seulement les soviétiques achètent-ils les usines de Ford, clé en main, en passant un accord avec l'industriel de Detroit, mais ils achètent aussi l'architecte de Ford, Albert Kahn, qui est invité à construire des usines en Russie et à créer un bureau d'études dans lequel il formera des milliers d'ingénieurs et d'architectes soviétiques à la conception des bâtiments industriels modernes. Dans le même temps, il y a aussi un transfert massif de culture américaine. Et je dirais que la culture soviétique des premières années du nouveau régime est fortement marquée par la littérature américaine, par de très nombreuses traductions, par le cinéma américain qui est plus présent sur les écrans soviétiques que les films produits en Russie. Près de 2 fois plus de films américains sont diffusés en Russie que de films soviétiques dans les années 20, ce qui est assez extraordinaire. C'est aussi une période où les doctrines industrielles américaines, et notamment l'organisation scientifique du travail, imaginée, conçue par Frederick Winslow Taylor et Frank et Lillian Gilbreth dans les États-Unis d'avant 14, c'est le moment où cette doctrine est fondatrice des politiques industrielles soviétiques avec la création de l'Institut central du travail d'Alexei Gastiev qui diffuse ces normes, ces principes ergonomiques du rapport des ouvriers ou des ouvrières à la machine dans toute l'Union soviétique. He gives a demonstration here by attaching flashing lights to his fingers, which indicates the length of time a motion takes. He said that the cyclograph made a greater contribution in analyzing motion than the use of moving pictures. He developed 3-dimensional motion models from the pictures he made. Here you see a cyclograph study applied to a drilling operation. By tilting the tote box so that the parts all slid down to a certain place in the box, the operator could reduce searching and grasping time. It was found that the old theory of feeding parts into one side and out the other did not work as well as when the part is fed in, and after drilling, the latch handle is allowed to drop down a chute into another tote box. Une nouvelle culture artistique apparaît dans la Russie des années 20, donc dans la Russie qui est celle de la nouvelle politique économique de Lénine, une sorte de pas en arrière par rapport aux premières mesures de collectivisation. C'est le moment où apparaissent les groupements d'avant-garde, les constructivistes notamment dans l'art et dans l'architecture, mais aussi chez les architectes, les rationalistes. C'est le moment où le suprématisme de Malevich se déploie et tend vers l'échelle architecturale. C'est le moment enfin où le nouveau cinéma d'Eisenstein et Pudovkin commence à envahir les écrans et à refouler les modèles américains. Dans les écoles d'architecture du nouveau régime, notamment les Frutemas, cet équivalent
moscovite du Bauhaus, en plus grand, les jeunes architectes étudient des gratte-ciel totalement théoriques, puisque les Russes sont bien en peine de construire ne serait-ce que de simples immeubles de bureaux jusqu'à la fin des années 20. Parmi ces multiples projets théoriques, l'un des plus remarquables est sans doute celui des croche-nuages, des Wolkenbügel, que Lissitzky imagine comme réponse critique à l'américanisme européen, dont il tente de se détacher en imaginant ces structures horizontales qui auraient plané sur le centre de Moscou. Mais il n'est pas le seul à imaginer une alternative. Kazimir Malevich, par exemple, utilise dans un collage extraordinaire une vue d'un de ses architectoni, d'une de ses sculptures architecturales, qu'il projette sur le fond de Manhattan, du paysage de downtown à Manhattan, comme si New York devenait une sorte d'écran sur lequel les figures de l'avant-garde venaient se plaquer comme une critique très éloquente du conservatisme des constructions américaines. Une des caractéristiques de l'américanisme russe est, je dirais, son caractère cyclique. Il se déploie avant la Révolution, il se déploie dans la période un peu désordonnée, héroïque et très généreuse des années 20, mais il trouve de nouveaux contenus, de nouveaux points de fixation lorsque Staline affirme son pouvoir sans partage au début des années 30. De nouvelles questions apparaissent alors, notamment dans le champ de l'architecture monumentale. Les Soviétiques organisent en 1931-32 un grand concours pour couronner Moscou d'un bâtiment très ambitieux, le Palais des Soviets, qui assemble à la fois des bureaux, des salles de spectacle et de réunion et des éléments de décor urbain. Un concours est organisé en 1932 et entre 1932 et 1934, les études se succèdent pour conduire à la fin au triomphe d'un assez jeune architecte du nom de Boris Iofan. Набережная Москва-реки станут лучшим архитектурным украшением столицы. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. Deux jours à peine après l'invasion nazie de l'Union soviétique en juin 1941, un accord de pré-bail est signé entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et du coup, les échanges prennent une dimension nouvelle. En effet, entre 1941 et 1945, les États-Unis enverront 18 millions de tonnes de matériel en Russie. Des avions, des camions, des automobiles, mais aussi des boîtes de conserve de porc qui vont nourrir la population soviétique. On peut dire que la contribution américaine à l'effort de guerre soviétique, si elle n'est pas totalement déterminante, est véritablement fondamentale et véritablement significative, tant sur le plan militaire que sur le plan de la vie quotidienne des Soviétiques. Elle le sera tellement qu'après la guerre, beaucoup d'efforts seront faits pour l'effacer des livres et pour la refouler. Après la guerre, une sorte de nouvelle demande de gratte-ciel apparaît à Moscou. En effet, la même année 1947 correspond à la fois au lancement d'une violente campagne anti-américaine, anti-cosmopolite, antisémite. Les agents de l'américanisme des années 30 et 40 sont dénoncés comme étant vendus aux Américains. Donc on les écarte, on les critique, on ne les envoie plus au goulag, on ne les fusille plus comme ce fut le cas dans les années 30, mais néanmoins ils sont fortement critiqués. Dans le même temps,
et en quelque sorte paradoxalement, Staline ordonne la construction d'un réseau de gratte-ciel à Moscou, qui ne sont pas d'ailleurs nommés gratte-ciel, le terme est un terme américain, mais immeubles en hauteur, et qui finiront par couronner le centre de Moscou après leur achèvement. Joseph Staline meurt en avril 1953. Le premier acte de son successeur Nikita Khrouchtchev est de critiquer l'architecture des excès décoratifs des années 40 et du début des années 50. Le palais des Soviets, encore envisagé au centre de Moscou, est abandonné, ainsi qu'un 8e gratte-ciel proprement monstrueux qui aurait écrasé le Kremlin de sa masse. Les voyages d'études reprennent d'abord ceux des architectes, qui se rendent en 1955 aux États-Unis pour découvrir les méthodes de construction nouvelles, et puis ce seront les voyages des dirigeants, comme Mikoyan et Nikita Khrouchtchev lui-même en 1959. Dans l'autre sens, pour la première fois, les États-Unis mettent en place une politique officielle, une politique d'État en matière d'action culturelle en Union soviétique, dont le point culminant est la légendaire exposition de 1959 dans le parc de Sokolniki à Moscou, un extraordinaire spectacle destiné à séduire le public soviétique, notamment grâce au spectacle de la consommation et de la vie quotidienne aux États-Unis. Much of the produce and the manufactured goods is brought to the consumer by way of the planned shopping center, which is often surrounded by a huge parking lot and is, in many ways, today's version of the old marketplace. C'est ce spectacle que Charles et Ray Eames mettent en scène dans leur étonnant montage multimédia. C'est cette société de consommation avant la lettre qui est présentée avec de multiples pavillons, avec la reconstruction de cuisines américaines dans lesquelles un dialogue mémorable se déroule entre Khrouchtchev et le vice-président Richard Nixon sur les bienfaits de la mécanisation sur la vie des femmes au foyer. Dans cette Russie post-khrouchtchevienne où, je dirais, le rapport à l'Amérique change de nature, les premiers livres sérieux sont publiés sur l'architecture américaine, un virage vers la consommation se dessine. Et ce virage vers la consommation prend plusieurs aspects qui touchent à l'architecture. Le premier, c'est les invitations répétées faites à des professionnels américains d'aider les soviétiques à changer leur modèle urbain, à passer de l'idée d'une ville dense et verticale à une ville horizontale fondée sur l'usage massif de l'automobile. C'est ce que manifeste par exemple l'invitation faite à Victor Gruen, inventeur du centre commercial moderne et dont le livre Shopping Towns USA est traduit en 1966 en russe et ne connaît d'ailleurs aucune autre édition étrangère. C'est alors, dans une certaine mesure, que l'américanisme commence à s'essouffler. Dans une situation nouvelle où l'Union soviétique ne parvient pas à franchir ce seuil la conduisant vers la société de consommation. La frustration de la population s'accroît. C'est ce moment où la guerre des étoiles lancée par Ronald Reagan va contribuer à appauvrir et dessécher l'économie soviétique, ce qui conduira au pouvoir le jeune Mikhail Gorbatchev qui, en 1989, engagera la déconstruction du système soviétique qui s'accomplira en 1991. Dans cette phase finale de l'histoire de l'Union soviétique, l'américanisme subsiste sous d'autres formes. Il subsiste un américanisme littéraire, cinématographique. L'américanisme se prolonge dans la culture populaire, mais pour l'essentiel, il s'épuise en même temps que l'Union soviétique, et c'est ainsi un cycle commencé au début du XIXe siècle qui, 150 ans plus tard, ou 170 ans plus tard, finit par se clore en même temps que le capitalisme fait son retour en Russie. Goodbye, America, oh, где не был никогда.
shore.